Bonjour à tous et à toutes. Et si Pompéi n'était qu'une vaste arnaque, un gigantesque parc d'attractions, un Disneyland de l'Antiquité, pour concrétiser la fausse histoire et attraper les gogos. Idée aussi sotte que grenue, mais que nous allons quand même examiner. Alors comment une idée aussi bizarre m'est venue? Eh bien dans ma dernière vidéo sur les obélisques, je remarquais que deux individus à des siècles de distance avaient leur destin lié à Karnak en Haute-Égypte et à Pompéi, soit les deux plus importants sites de l'archéologie antique, suggérant que Pompéi avait été planifié avant d'avoir été découvert. Il s'agit d'un côté de l'architecte Domenico Fontana qui éleva l'obélisque de la place du Vatican et qui réalisa un canal qui traversa tout Pompéi sans jamais qu'il ne découvrit les ruines. Et d'un autre côté, il s'agit de Pline l'Ancien, probablement un auteur de la fausse histoire, qui raconta comment l'obélisque de la place du Vatican à Rome avait été transporté par les Romains jusqu'au Vatican. Et, comme le raconte son neveu Pline le Jeune, vint mourir lors de l'éruption du Vésuve. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'urbanisme. Est-ce que ce que l'on voit à Pompéi correspond à ce qu'on pourrait s'attendre à voir? Nous allons nous interroger sur les peintures, savoir comment des peintures qui sont restées 2000 ans sous terre ont pu être si bien conservées. Nous allons parler bien sûr des moulages en plâtre, des soi-disant victimes. Nous parlerons également des thermopoliums, ces fameux snack bars du passé. Et je reviendrai pour terminer sur le canal du Sarno en me posant la question de savoir comment il a pu être construit sous la ville sans endommager la ville. Et nous nous réservons pour une autre vidéo la question de la fausse histoire avec ces fameux personnages Pline le Jeune, Pline l'Ancien et Tacite. Nous retiendrons juste pour cette fois que le témoignage de Pline le Jeune est invalidé simplement par le fait qu'il semble que personne n'entende l'explosion du Vésuve, ce qui est stupéfiant et simplement impossible. Pour rappel, lors de l'explosion du Krakatoa en 1883, toutes les personnes qui se trouvaient dans un rayon de 160 km autour de l'explosion devaient... Alors pour commencer, nous vérifions que nous sommes toujours bien avec les francs-maçons, puisque manifestement, ils aiment à laisser leur signature. La largeur des îlots dans la région 6 est de 33 mètres, qui correspondent en mesure antique, à 120 pieds OSC. On a l'impression qu'on pourrait essayer de recaler ce module de base de 33 mètres dans la villa de Diomède, dans une autre couleur. Ah oui, pour essayer de les positionner, voilà. Et après on trouvera 33 mètres et ça sera bien. Et ou des après, les multiples de largeurs, 33. Comme place de la Concorde. Il y a des feuilles d'or que j'ai fait faire spécialement à 33 grammes pour 1000 et que le nombre de feuilles qui est là-haut est aussi un chiffre lié au chiffre 3. Donc tout ça est assez extraordinaire. Et pour le 120, se rappeler Hérodote à propos de Babylone. Elle est située dans une vaste plaine. Elle est carrée et mesure 120 stades sur chaque face. Ainsi, Pour rappel, le 12, c'est les 12 tribus d'Israël, évidemment, mais aussi la corde à 12 nœuds de Pythagore, celle qui permet de tracer les angles droits. En tout état de cause, il faut que ces gens laissent des traces et se fassent reconnaître des leurs. Dans ce petit extrait, nous sommes à la Villa Diomède, donc à proximité de Pompéi, et nous sommes dans le cadre d'une étude interdisciplinaire, c'est-à-dire brassant des chercheurs venus de toutes les disciplines et évidemment drainant des budgets venus également de toutes les disciplines. Alors, il va même suivre la progression des fouilles, en ce qu'ils fouillent, où ils le font et quels objets sont éventuellement enlevés. Les prélèvements de mosaïques qui vont être effectués, mais aussi de peintures pour les parties les plus précieuses, par un restaurateur qui s'appelait Canard, dont la spécialité était de les démonter pour pouvoir là aussi les transférer dans les collections royales ou ailleurs.
l'archéologie se nourrissant de ses excréments. Alors commençons par faire un petit tour sur place. Voilà, Pompéi est située au pied du Vésuve, à peu près 9 km ici du centre du Vésuve. Herculanum, dont on a parlé une autre fois, eh bien, se trouve ici, plus près de la côte. Si on s'approche, eh bien, le site antique, le voilà, avec les fameuses arènes dans lesquelles Pink Floyd firent leur fameux concert, et puis là au centre, le lupanar, évidemment, c'est-à-dire le bordel. Donc, si l'on regarde, eh bien, Pompéi, ça fait une distance environ de 1200 mètres, une hauteur d'environ 750 mètres, ce qui donne, grosso modo, eh bien, 1200 fois 750 fois 3 divisé par 4, c'est grosse maille, 675 000 mètres carrés. Voilà. C'est-à-dire en hectares, 67 hectares, grosso modo, à la louche. Et si l'on veut considérer qu'il y a eu 6 mètres environ de scorie, on multiplie par 6, et ça nous donne un volume de terre de 4 millions de mètres cubes. Ce qui peut évidemment sembler beaucoup, mais quand on voit tout ce qu'on a construit dans le même temps, et quand on voit que ces gens-là bâtissaient les grands édifices du Vatican, il faut penser qu'ils avaient des moyens. Donc d'abord, ce qu'on peut en dire, eh bien, c'est que c'est un urbanisme planifié. On voit très bien ici le découpage des rues qui est fait d'abord et les constructions qui sont faites à l'intérieur. Ce qui n'est pas en fait le mode de construction usuel des êtres humains, parce que les êtres humains construisent autour d'eux, c'est-à-dire que on fait les maisons, c'est la pratique de la ville qui crée la ville. On construit les maisons au bord des rivières, au bord des chemins, et la ville se construit petit à petit et se dessine par son usage. Ici. Donc ici on voit que c'est pas le cas, l'urbanisme a été planifié. Il en est de même à Herculanum. Quoi qu'il en soit, de toute façon, Pompéi ne donne pas l'aspect complètement artificiel qu'on trouve à Babylone. On a quand même l'impression que Pompéi est une ville qui a été habitée, et on pourrait peut-être imaginer une ville qui a été construite provisoirement et qui a ensuite été ensevelie. Alors notons en passant qu'il y a au sud de la ville une très étrange dénivellation, comme si Pompéi avait été construite au bord d'une falaise. Eh bien, dans notre perspective, cette dénivellation peut tout à fait correspondre à des terres qui ont été récupérées pour ensevelir la ville. Puisque si Pompéi a existé à un certain moment, il a bien fallu l'ensevelir. Alors évidemment, s'il y a une ville comme Pompéi, il y a des campagnes autour, il y a des habitations autour, des villages, des fermes, toute une vie rurale, foisonnante évidemment, puisque la ville ne vit pas sur rien, la ville vit sur une campagne qui la nourrit. Alors évidemment, on a fait d'autres découvertes, je vous ai déjà parlé d'Herculanum, mais il y a d'autres sites, comme Stabiae, ou Plontis, ou d'autres encore. Mais il faut remarquer que, pour l'essentiel, ce qu'on découvre, c'est de la villa romaine, de la riche villa romaine, construite au carré, avec son patio, ses colonnes romaines, et toujours très richement décorée, toujours avec de très belles peintures, qu'on pourra démonter, récupérer, et vendre dans les musées du monde entier. On découvre aussi un peu des fermes, mais pour la plupart du temps, elles ont été remblayées de sorte que on nous dit qu'on a découvert là une ferme, mais on ne la voit pas. Et quand on découvre des fermes, très souvent, c'est des grandes fermes style villa romaine, encore une fois, avec là aussi des riches décorations, des peintures, des mosaïques. Un peu comme si le monde de Pompéi, c'était un monde de riches. Mais un monde de riches, ça n'existe pas. Les riches ne vivent que parce qu'il y a des pauvres qui vont travailler, qui vont produire la richesse pour les riches.
Mais un riche, par définition, ne produit pas de richesse. Il accumule une richesse produite par d'autres. Donc la question se pose, où est la plèbe à Pompéi? Alors, pour continuer, on va s'intéresser à une découverte récente qui a été faite, celle d'un thermopolium, c'est-à-dire une sorte de fast-food antique. Alors, il y aurait beaucoup d'établissements de ce genre à Pompéi. Regardez comme c'est fait, c'est une sorte d'immense jarre qui est enfermée dans un comptoir et on nous dit que à Pompéi, ils servaient de la soupe et des eaux chaudes à travers ce système. Des établissements de ce type, eh ben, il y en aurait 80 à Pompéi, c'est-à-dire que ça serait un type d'alimentation digne de la Thaïlande ou de Bangkok, enfin d'un pays tropical. Mais quand on voit comme c'est fait, eh bien, on se demande comment ils pouvaient utiliser ça pour faire de la bouffe et vendre de la bouffe. En particulier, comment ils utilisaient ça, comment ils les nettoyaient. Est-ce qu'ils se faisaient le feu à l'intérieur? Est-ce que c'était un système de bain-marie? Évidemment, mettre les soupes comme ça dans de tels volumes, eh bien après, on ne sait pas comment nettoyer, on ne sait pas comment vider. Ça paraît assez absurde. Alors on peut regarder ce qui nous intéresse aussi, on peut regarder la qualité des peintures, Ce ne sont pas ici des peintures restaurées, mais des peintures qui sont extraites comme ça, directement par la fouille, des peintures donc qui ont passé 2000 ans sous terre et qui se retrouvent comme si elles avaient été peintes la veille. Alors il s'agit d'un petit miracle et on peut se demander comment ce miracle a-t-il pu avoir lieu. Alors l'explication du miracle est celle-ci, c'est que les dépôts de scories qu'il y a eu à Pompéi sont de deux natures. Il y a en premier lieu, ce qu'on voit généralement sur les images de Pompéi, c'est des petits cailloux qui font 1 ou 2 cm de diamètre, qui sont gris, et qui en fait sont des pierres ponces. Les pierres ponces seront donc le magma volcanique à l'intérieur du volcan. Il est précipité en l'air dans une colonne d'éjection à des hautes altitudes, à 10 000 ou à 20 000 mètres, et il est déporté par le vent et se condense un petit peu à la manière de la neige et retombe en pluie sous forme de petits gravillons de pierre ponce, c'est-à-dire une pierre qui contient des petites bulles d'air. Nous la connaissons tous. Et cette pierre ponce est le matériau principal de Pompéi sur une hauteur de environ 2,80 m. Et au-dessus de ces 2,80 m, il y a encore d'autres couches, une autre couche qui sont venues par ce qu'ils appellent les coulées pyroclastiques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la colonne d'éjecta du volcan s'effondre par manque de puissance, et le magma volcanique qui est précipité en l'air, il retombe sur le volcan, et il retombe sous la forme d'une poussière, de cendres fines, qui vont dévaler les pentes et recouvrir les pentes de cendres. C'est-à-dire, en fait, de particules de magma refroidies. Et ces cendres volcaniques, qu'on appelle pouzzolanes, elles ont une propriété, c'est la propriété d'hydraulicité. L'hydraulicité, ça veut dire que la cendre, la matière va réagir au contact de l'eau et va faire prise. C'est ce qui caractérise les ciments. Les ciments, qu'est-ce que c'est un ciment? Un ciment, c'est un mélange de calcaire et d'argile qu'on mélange et qu'on broie et qu'on fait cuire au four à haute température. Et une fois que ce mélange a été cuit, il est passé dans des concasseurs, des broyeurs, pour obtenir la poudre la plus fine possible. Et c'est cette poudre-là qui a cette propriété d'hydraulicité, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en contact de l'eau, les molécules se transforment et elles forment une prise, c'est-à-dire qu'elle devient dure comme de la pierre. Et donc c'est le cas des cendres volcaniques qui ont cette propriété de se transformer en quelque sorte comme une forme de béton. Les Romains d'ailleurs mélangeaient les pouzzolanes volcaniques avec de la chaux vive et fabriquaient des ciments qu'on appelle des ciments à base de pouzzolanes. Et donc dans notre affaire, il y aurait au-dessus des pierres ponces une couche de pouzzolane, et cette couche de pouzzolane aurait fait prise
hein, c'est-à-dire ce serait transformé en béton. Et donc c'est cette couche de pouzzolane qui atteindrait à Pompéi 1 ou 2 mètres, qui créerait une couche d'étanchéité et qui éviterait les pluies. 2000 ans de pluie, eh bien évidemment il n'y a aucune chance qu'il ne reste de peinture dessous, mais grâce à cette couche d'étanchéité, eh bien les peintures ont été préservées des ravages de la pluie. Bon, je n'ai pas les compétences pour juger si cela est vrai ou faux, je vous donne l'explication telle qu'elle est donnée. Simplement, je me pose des questions parce que je constate que les archéologues, les historiens sont bien contents de récupérer des peintures qui sont nickel. Évidemment, ça leur sert à la fois à leur propagande et puis à leur trésorerie. Maintenant, ce que je constate, par exemple ici, dans cet article, c'est qu'on apprend que les vulcanologues n'ont pas accès aux zones de fouilles archéologiques. Parce que les vulcanologues pourraient être intéressés à voir un petit peu comment le volcan a détruit la ville, mais non, ils n'ont pas accès. Et bien évidemment, avec un esprit mal tourné, on peut penser qu'ils cherchent à cacher quelque chose, parce que si la terre de Pompéi, le sol de Pompéi, a été retourné à une époque récente, et bien évidemment, un vulcanologue va s'en apercevoir tout de suite. Et s'il n'a pas l'agrément de la confrérie, évidemment il risque de dire des bêtises. Alors évidemment tout le monde a vu ces moulages en plâtre, c'est une invention d'un archéologue du 19e siècle, aux alentours de 1860, qui a eu l'idée, dans des cavités qu'il trouvait dans la roche, d'y couler du plâtre, et quand on les a démoulés, on a découvert la forme des personnes entièrement conservées au moment même de leur mort. Ce qui a eu pour effet de dramatiser immédiatement la scène, puisque on s'identifie à eux et finalement on absorbe tout ce qui tourne autour d'eux. C'est un moyen d'engrammer en fait des perceptions à travers la manipulation de l'émotion. Alors vrai ou faux, on sait tous comment ça se passe, quand on met un corps en terre, le corps se putrefie et la terre vient prendre la place des matières organiques. Alors ici ça ne se serait pas passé de la même façon, et l'explication est la même que pour les peintures, c'est-à-dire que c'est le fait de l'hydraulicité de la matière, des cendres, qui fait que le matériau fait prise et se transforme au contact de l'eau. C'est ça l'explication officielle. D'abord, c'est la même question que pour les peintures. Combien de temps cette prise met à se faire, c'est-à-dire il faut que l'eau pénètre, il faut un certain nombre de choses. Et puis chaque fois qu'on voit ces reconstitutions de corps en plâtre, elles sont toujours présentées dans le contexte de la pierre ponce. Mais la pierre ponce, elle, n'est pas concernée par la prise hydraulique, puisque la pierre ponce a fait sa transformation dans l'atmosphère, puisqu'elle est précipitée en altitude, et quand elle retombe, elle est refroidie, et au contact de l'humidité de l'air, elle a fait sa prise, et la réaction est terminée. Donc ce n'est pas possible que ce soit les pierres ponces qui créent les corps. La seule possibilité, c'est comme sur cette photo c'est dans un document scientifique, on nous présente bien le corps dans les pouzzolanes, parce que ce sont les pouzzolanes qui font réaction à l'eau et qui durcissent, et non pas les pierres ponces. Seulement le problème de ces pouzzolanes, c'est qu'elles sont au-dessus de 2,80 m, c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir que de personnes qui sont toujours là, après avoir pris 2,80 m de cailloux sur la figure. Ce qui semble assez improbable, et on nous dit qu'ils auraient trouvé 1000 de ces corps et qu'ils auraient pu reconstituer 1000 de ces corps. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, sauf si, avec ces 1000 de ces corps, on peut alimenter une centaine de musées dans une centaine de pays, par exemple. Donc, non, les corps en plâtre de Pompéi, y a rien de crédible, quoi.
Le canal du Sarno. Alors le canal du Sarno, c'est un canal qui a été construit par l'architecte Fontana à peu près aux alentours de l'an 1600, soit environ 150 ans avant la découverte de Pompéi. Alors ici, nous avons une carte de ce canal qui va chercher l'eau dans les montagnes à l'est et qui la ramène sur la côte à Torre del Greco. Le but étant de faire tourner des moulins pour non pas pour mouliner de la farine, mais pour animer des sites industriels, des fabrications d'armes ou ce genre d'activité. Eh bien, ce canal, nous disent les ressentistes, il a fait un détour pour passer par Pompéi, alors qu'ils auraient pu tout à fait tirer tout droit. Et s'il passe par Pompéi, les ressentistes nous disent, c'est parce que Pompéi existait avant le canal. Eh bien, cet argument est faux simplement parce que on voit à quelle altitude coule le canal et il y a au nord de Pompéi une sorte d'éperon de lave qui ne permet pas de passer à cette altitude, ou bien il aurait fallu créer un tunnel à 15 mètres de profondeur et traverser tout droit sur environ 1 km 600. Et donc ils sont passés par Pompéi pour éviter cette perforation, en fait, ce long tunnel. Seulement, ça pose une question, parce que le canal est resté en fonction jusqu'au XIXe siècle, et en fait, ce canal circulait sous Pompéi, à un niveau plus bas que les murs de Pompéi. On en voit encore les accès dans les ruines mêmes de Pompéi. Alors, de deux choses l'une, soit ils ont créé le canal à ciel ouvert, et auquel cas on devrait voir la tranchée du canal dans les ruines de Pompéi, ce qui n'est pas le cas, soit ils ont créé le canal sous Pompéi à travers un système de tunnels, et alors on ne comprend pas bien pourquoi ils ont fait tout ce détour. C'est un point qui reste mystérieux. Par ailleurs, il existait un autre canal, un canal qui arrivait à la porte du Vésuve, c'est-à-dire tout au nord de Pompéi, et en fait, l'eau provenait d'un canal plus ancien qui part des montagnes pour aller jusqu'à Naples, à travers une série de canaux et d'aqueducs, mais qui aurait été désaffecté, d'après l'histoire officielle, à partir du 5e ou du 6e siècle. C'est-à-dire, comme le reste, Rome disparaît en fait au 6e siècle. On peut penser au contraire qu'il était encore en service à l'époque des travaux de Fontana, puisque le nouveau canal du Sarno était là pour pallier à l'insuffisance du canal de Naples. Mais il est bien évident que Torre del Greco, s'il y avait des moulins à faire tourner, ces moulins tournaient avant qu'on construise le canal du Sarno, puisque s'il n'y avait pas eu d'eau à Torre del Greco, les moulins, on les aurait installés ailleurs, et on n'aurait pas fait venir de l'eau spécialement à travers un canal dans un endroit où il n'y en a pas, pour y mettre des moulins. Ça n'a pas de sens. Donc ce canal de Naples qui alimentait le haut de Pompéi et Torre del Greco devait exister au moment de la construction du nouveau canal, qui était là pour le remplacer. Bon, donc voilà pour cette fois les différents questionnements qui sont venus à l'étude de ce dossier. Il y a évidemment des éléments qui sont plus probables que d'autres. Nous avons parlé de la question de l'urbanisme, nous avons parlé de la question de la conservation des peintures, de la conservation de la forme des corps, qui nous paraît très suspect, et bien évidemment nous parlons aussi de ce canal du Sarno, qui nous laisse devant une énigme. Donc dans une future vidéo, nous reviendrons sur d'autres choses, la question de la fausse histoire, la question de la sexualité à Pompéi, et aussi évidemment le mythe de Dionysos qui nous rattache à la fois à l'Égypte antique à travers le mythe d'Osiris, mais également à la franc-maçonnerie et son secret. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.